Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être, là ce matin avec nous, pour, le webinaire autour de la politique de mobilité unifiée. Voilà, merci, l'heure on est pile à l'heure, à 9 heures. On va attendre, peut-être les quelques minutes, que tout le monde puisse, se connecter et que le chiffre, puisse, des participants puisse grossir un peu pour que tout le monde puisse profiter de ce webinaire. Voilà, je vois le nombre de participants monter. Je je vois dans la liste certaines personnes que je connais, donc ravi que vous soyez venus. Hop, l'occasion pour moi de couper mon téléphone. Voilà, chose faite. On va attendre encore quelques secondes, peut-être jusqu'à 9 heures, 9h03, 9h04, de façon à ce que tout le monde puisse être présent, et puis on va attaquer, entamer. Bien, eh bien, c'est l'heure. On va commencer. Merci à tous d'être présents ce matin. Je vais me présenter. Je suis, Denis Saada. Je suis le président de Betterway. Betterway, c'est, la première carte de paiement dédiée à la mobilité, et justement, ce matin, on va parler de mobilité unifiée. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de mobilité unifiée? L'idée étant de pouvoir avoir une vision globale de la politique de mobilité d'une entreprise, donc à la fois qui lie tout ce qui va être dépenses de trajet domicile-travail pour les salariés, mais aussi toutes les dépenses de voitures de fonction, mais aussi toutes les dépenses de frais professionnels. Bref, essayer de voir pour la première fois, en fait, parmi ce grand mélange de toutes les mobilités des salariés, de vos collaborateurs, mais aussi peut-être aussi de vos clients ou de vos fournisseurs, eh bien, essayer de comprendre comment toute cette mobilité-là peut s'orchestrer et comment elle peut se piloter de manière intelligente, de façon à respecter tous les enjeux, que ce soit des enjeux RH, des enjeux RSE ou même des enjeux sociétaux, puisqu'on voit que la mobilité a un impact qui est même au-delà de celle de l'entreprise. On parle aujourd'hui à des cibles RH, je pense que c'est des choses sur lesquelles vous êtes assez sensibles. Je vous présente le principe, mais je pense que vous avez l'habitude de ces webinaires. Il y a à droite de votre écran un outil de chat et de questions. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. On y répondra j'y répondrai directement, ou Maud et Chloé, qui sont en régie et que je salue derrière l'écran, pourront également y répondre éventuellement en direct si ce sont des questions un peu plus techniques. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Ce webinaire il y aura plusieurs parties, 3 parties. Une partie contexte, où l'idée, c'est de vous donner un petit peu des chiffres, des données autour de la mobilité en entreprise, et pourquoi aujourd'hui on se pose cette question d'une politique de mobilité unifiée finalement, pourquoi il y a une vraie révolution de la mobilité dans les entreprises. La deuxième partie concernera plutôt ce qu'on appelle la politique de mobilité unifiée, donc avec des exemples d'entreprises qui ont mis en œuvre ce type de politique de mobilité qui mêle vraiment toute la mobilité de l'entreprise. Et puis le troisième point, on travaillera sur comment mettre en place cette politique, et notamment les différentes personnes qui sont impliquées, car dans l'entreprise, vous, DRH, alors je vois aussi qu'il y a des gens qui sont
des responsables RSE ou des responsables financiers aussi dans les personnes qui participent, eh bien, toutes ces personnes-là sont finalement impliquées à différents niveaux dans la mise en œuvre d'une politique de mobilité unifiée efficace. On gardera un petit peu de temps à la fin de la session, je l'espère, pour des questions-réponses si vous le souhaitez. On essaiera peut-être de les traiter au fur et à mesure en fonction du flot de questions. Alors, je commence par le contexte. La mobilité, c'est aujourd'hui un enjeu majeur pour les entreprises. Pourquoi? D'abord, c'est un enjeu RH. On a un peu plus d'un tiers des démissions qui sont liées au déplacement des salariés, notamment au déplacement domicile-travail. Donc, il y a un vrai enjeu de fidélisation, d'attraction aussi des talents, hein, concrètement. Le deuxième point, c'est que on a également un enjeu RSE et environnemental principalement, puisqu'aujourd'hui 30% de l'impact carbone des entreprises est lié à la mobilité. La mobilité, quand on regarde même au-delà des entreprises, c'est le premier poste des dépenses carbone en France. Donc, c'est pas étonnant que cela se reflète dans les entreprises. C'est 30% de l'impact carbone. Et encore, quand on a des entreprises qui sont plus des entreprises du tertiaire, et j'en vois parmi nos participants, eh bien, cet impact monte à 60, 70%, voire 80% quelquefois, par exemple, dans des cabinets de conseil qui utilisent énormément des moyens de transport et qui n'ont pas d'autres dépenses carbone à leur actif. Le troisième élément, c'est un élément qui est plus sociétal, qui est plus dans l'air du temps finalement, le développement du vélo, des trottinettes, des nouvelles mobilités, on va y revenir. Eh bien, c'est énormément développé. Il y a certaines entreprises où ça a fait x2, x3. Autrement dit, jusqu'à présent, on avait une minorité silencieuse qui faisait du vélo et qui venait en vélo. Donc finalement, c'était pas si dramatique de ne pas les traiter d'un point de vue entreprise. Ben là, quand on a 10-15% des salariés qui viennent en mobilité alternative, voire quelquefois plus dans des zones qui sont très bien desservies d'un point de vue piste cyclable, par exemple, eh bien, les entreprises s'empressent à trouver des solutions pour s'adapter à ces nouveaux usages. Et puis le dernier point, la mobilité, ça n'a pas dû vous échapper, la mobilité est devenue obligatoire dans le cadre du volet qualité de vie au travail des négociations annuelles obligatoires. J'essaye d'éviter les acronymes. Et donc, concrètement, cela veut dire qu'on a beaucoup de partenaires sociaux qui prennent ce sujet-là et qui, aujourd'hui, poussent en interne, que ce soit du côté RH ou que ce soit du côté salarié, à mettre en œuvre une politique de mobilité un peu plus innovante. Il y a un autre impact aussi qui est assez important, c'est l'avènement, enfin le vote du forfait mobilité durable. Donc, c'est une mesure qui date de toute fin 2019, 24 décembre 2019, et qui peut être mise en place depuis mai 2020. Donc concrètement, je vais aller rapidement parce qu'à mon avis, beaucoup d'entre vous le connaissent autour de la table. La possibilité maintenant de payer jusqu'à 500 € pour les trajets domicile-travail chez l'ensemble des opérateurs et des marchands de mobilité durable. Donc l'ensemble des marchands de mobilité durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les dépenses liées au vélo, vélo d'assistance électrique notamment. Et puis demain, c'est déjà demain en 2022, tout ce qui va être lié aux trottinettes électriques également. Donc tout ce qui va être dépenses liées au véhicule lui-même, la location du véhicule, les éléments de sécurité, les éléments des cadenas, des gants, enfin tout ce qu'on peut lier au vélo, et tout ce qui va être autour des mobilités partagées, donc le covoiturage, l'autopartage, les trottinettes en partage, les scooters en partage, voilà, les vélos en libre-service aussi, et puis tout ce qui va être transport en commun hors abonnement. Ce montant est non chargé, non imposable, à mettre à disposition à l'ensemble des personnels de l'entreprise qui représentent les mêmes conditions, avec pour objectif, comme on le dit, de pousser les entreprises et les salariés à une mobilité plus responsable, ou en tout cas à élargir le spectre des mobilités. Donc concrètement, la loi a pris le pli, en quelque sorte, et a été capable de s'adapter à ces nouveaux usages qui sont en train d'arriver et qui sont accélérés avec le Covid.
Alors, on a parlé des forfaits mobilité durable, on a aussi des enjeux majeurs liés à la flotte de véhicules. Aujourd'hui, les entreprises qu'on rencontre, qui disposent d'une flotte de véhicules de fonction ou de véhicules de service, sont confrontées à 4 enjeux. Un, la volonté profonde de réduire les flottes de véhicules, notamment pour réduire les coûts de gestion. Aujourd'hui, on estime à 15 à 20% de coûts de gestion liés à la flotte de véhicules, donc 15 à 20% de plus, entre les personnels, les frottements liés aux véhicules, au leasing, etc. Donc, il y a vraiment une vraie source d'économie pour les entreprises. Le deuxième point qui motive beaucoup, c'est des questions immobilières. Aujourd'hui, on a un sujet de gestion de places de parking, beaucoup de sièges qui déménagent et qui disent, ben voilà, en fait, j'ai 2 fois moins, 3 fois moins de places de parking. Comment je vais faire? Il faut absolument que je réduise ma flotte de véhicules pour réduire mon parc de places de parking. On a évidemment un enjeu majeur lié aux réductions des émissions carbone, que ce soit un enjeu RSE, mais aussi financier. On a aujourd'hui des indicateurs d'électrification de flotte qui vont arriver très vite. Donc, il faut que toutes les entreprises puissent essayer de les électrifier, voire de réduire les flottes. Et puis, le dernier point, on voit qu'il y a un changement des usages. Beaucoup d'entreprises nous disent, moi, j'ai de plus en plus de salariés qui me disent, ta voiture de fonction, j'en veux pas. Parce que j'habite au centre-ville, parce que finalement, je n'ai pas mon permis, parce que je n'ai plus l'habitude d'avoir une voiture, parce que j'en ai déjà une chez moi. Et finalement, j'aimerais bien avoir autre chose qu'une voiture de fonction parce que ça ne me sert à rien. Donc, tout ça fait que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, beaucoup de DRH se posent la question de la pertinence de cet avantage qui est un peu, j'allais dire séculaire, mais en tout cas historique en France et en Europe, qui est la voiture de fonction. Et on voit qu'on n'est pas les seuls pays d'Europe à se poser cette question. En Allemagne, en Belgique, enfin dans beaucoup de pays, il y a aujourd'hui des prises de conscience autour de la réduction des voitures de la flotte de véhicules de fonction. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est alors j'espère, en train de sortir d'une crise sanitaire. Et en tout cas, cette crise sanitaire a eu un impact, alors positif, négatif, on va le voir sur le graphe de droite, mais il y a eu un impact de faire bouger les mentalités, de faire évoluer les usages. On a 32% des salariés qui disent avoir changé leur mode de transport lié à la crise sanitaire. Et ça, c'est une étude qui date de décembre 2020, donc qui est toute récente. Donc, 32%. Alors, est-ce qu'ils l'ont changé pour le bien ou pour le mal? Globalement, on a un 56% qui l'ont changé pour des mobilités durables, donc du transport en commun, du vélo à 30%, quand même, c'est assez énorme. Ça veut dire que même si on multiplie, ça veut dire qu'il y a 10% des salariés qui ont changé à vélo. On verra comment ça va se résoudre quand on reviendra à une vie un peu plus normale. Voilà, de la marche à pied, d'autres moyens éco-responsables, type covoiturage. Et ensuite, ça c'est le point positif. Le point négatif qui inquiète un peu, c'est que un peu moins de la moitié a changé ses politiques pour retourner vers des moyens, des engins thermiques, donc vers une voiture personnelle ou vers un scooter, etc. Donc concrètement, il faut le prendre à deux niveaux, c'est-à-dire à la fois c'est une formidable opportunité de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de faire évoluer les usages des citoyens, des salariés. De l'autre côté, ça peut aussi être un petit peu inquiétant, on a vu pas mal de chiffres sortir là-dessus, c'est-à-dire qu'on a aussi une bonne moitié qui est retournée vers des mobilités thermiques, et il faudrait justement travailler pour leur proposer des solutions pour éviter qu'ils ne gardent durablement leur véhicule, leur voiture thermique, pour venir au travail. Alors le deuxième impact, c'est le développement du vélo et de la trottinette qui a été sans précédent. On vous a mis ici les chiffres de 2019 et 2020 qui viennent des études de l'industrie, donc 2018, 2019, 2020, et on voit bien qu'il y a une tendance haussière assez énorme. Entre 2019 et 2020, il y a eu plus 29% de vélos, plus 32% de trottinettes. C'est assez monstrueux et de manière volumique, ça veut dire qu'il y a plus de 1,1 million, quasiment 1,150 000 vélos assistance électrique ou trottinettes électriques qui ont été vendus en 2020. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
la transition est en train d'arriver et elle arrive évidemment pour vos salariés. Concrètement, le salarié qui a acheté son vélo électrique ou sa trottinette électrique, et bien évidemment, en 2020, et bien en 2021, il aura plutôt tendance à l'utiliser. Et donc, attendez-vous à ce que quand les entreprises vont, quand les salariés vont revenir au travail, et bien concrètement, ils vont revenir en vélo ou en trottinette. Donc, il va falloir adapter la politique de mobilité de l'entreprise. Voilà. Et dernier point de contexte, dans les grandes villes, il n'y a jamais eu autant d'alternatives de mobilité. Et ça touche essentiellement, enfin beaucoup, la génération des 18-34 ans, c'est celle qu'on appelle la génération Z et la génération Y, qui recherchent aujourd'hui à optimiser leur trajet, à réduire leur temps de trajet, à de la praticité, à réduire aussi les coûts et puis à réduire leur impact environnement puisqu'ils sont particulièrement sensibles à cette cause environnementale. Donc, en gros, le mot majeur pour cette génération, c'est la multimodalité, la capacité de zapper. Finalement, on dit de la génération Z que c'est la génération zapping. Ça se manifeste aussi dans la mobilité, puisque, eh bien, je veux le matin, s'il fait beau, prendre mon vélo, et puis s'il fait moins beau, repartir en métro, et puis si je suis en retard, prendre un Uber. Eh bien, zapper, être capable vraiment de m'adapter à cette nouvelle mobilité. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça se manifeste comment? 61% de ces 18-34 ans utilisent des applications de mobilité partagée, contre 27% pour les générations au-dessus. Ça veut dire qu'elles ont dans leur poche cette possibilité d'utiliser des mobilités partagées et sont capables finalement de dire, tiens, une trottinette en partage, ou un vélo en partage ou du covoiturage, et bien c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel pour cette génération et il faut s'adapter concrètement à ces nouvelles pratiques. Donc voilà, j'en ai fini pour le contexte un petit peu global. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques sur ce contexte? N'hésitez pas, encore une fois, le chat est ouvert. C'était important pour moi, pour nous, de mettre un petit peu ce contexte pour expliquer toujours quand il y a un changement, quelles sont les raisons du changement. Alors, j'ai une question. Est-ce que je la prends maintenant ou pas? On va la prendre rapidement puisque c'est une question de contexte, si ça ne te dérange pas, Maude, qui est derrière, qui passe les slides. Est-ce que l'employeur peut choisir de ne participer au trajet domicile-travail réalisé en trottinette? Alors, pardon, c'est l'inverse. L'employeur peut-il choisir de ne pas participer au trajet domicile-travail réalisé en trottinette? Concrètement, quand vous mettez en place le forfait mobilité durable, qui est la nouvelle mesure qui a été adoptée notamment pour participer aux mobilités durables, eh bien concrètement, l'employeur a la main pour déterminer quelles sont les modalités de mise en œuvre. Donc, très concrètement, si elle est capable de le justifier, elle peut dire à ses salariés, dans le cadre de l'accord collectif qu'elle va signer avec le CSE, eh bien, que les trottinettes, par exemple, ne sont pas éligibles à la prime de forfait mobilité durable qui est versée. Donc, l'entreprise a vraiment la main pour déterminer le montant, les modalités d'acceptation. Alors, je vais parler de la politique de mobilité. Merci Jules pour cette question. Je vais parler de la politique de mobilité désormais. Encore un sujet que vous connaissez bien. Le transport en entreprise répond à plusieurs catégories. Donc, il y a, en tout cas réglementairement, il y a le transport domicile-travail. Donc, je vais sur mon lieu de travail, je reviens de mon lieu de travail, ou je vais sur un site, d'ailleurs distant. Les trajets professionnels, là, c'est je reviens de rendez-vous, de séminaires, de réunions, de visites de sites, par exemple, quand je suis chargé RH, par exemple, que je visite les différentes usines sur le territoire. Pardon.
Et puis le troisième point, c'est tout ce qui va être trajet personnel pris en charge par l'entreprise. Donc concrètement, j'utilise une ressource de l'entreprise pour un besoin personnel de ma vie privée. Et là, c'est considéré comme un avantage en nature. Donc voilà les 3 catégories qui sont jugées par l'URSSAF ou par la réglementation. À ces 3 catégories répondent différentes briques aujourd'hui de votre politique de mobilité. Donc dans les trajets domicile-travail, vous avez à la fois la prise en charge des transports en commun, donc 50% ou quelquefois plus pour certaines entreprises, la prise en charge du forfait mobilité durable, on en a parlé tout à l'heure. Je vais essayer d'enlever les, les notifications, c'est un peu pénible. Voilà, ça devrait aller. Excusez-moi. Et puis la prise en charge d'un autre sujet qui s'appelle la prime carburant. C'est la capacité des entreprises de verser jusqu'à 200 € pour un véhicule thermique ou jusqu'à 400 € pour un véhicule électrique pour venir ou repartir au travail, notamment dans les zones rurales reculées qui n'ont pas accès aux transports en commun. Donc ça, c'est pour tout ce qui est trajet domicile-travail. On a aussi bien souvent dans les entreprises une politique de notes de frais, de travel policy dans les trajets professionnels. Donc concrètement, à partir de quand je peux prendre un taxi, un Uber pour aller en rendez-vous, à partir de quand je peux prendre à partir de quel niveau je peux prendre de la première classe ou de la deuxième classe pour aller à un rendez-vous un peu plus distant en train, etc., etc. Donc c'est tout ce qui va être dépenses liées au trajet professionnel, vous rentrez dans cette travel policy. Et l'autre, le pendant de la prime carburant, c'est si j'utilise ma voiture personnelle, eh bien, pour aller par exemple à un rendez-vous distant, eh bien, j'ai le droit à des indemnités kilométriques qui sont calculées en fonction d'un barème édité chaque année par les impôts. Donc ça, c'est si l'entreprise ne vous donne pas un moyen de transport personnel. Ensuite, un moyen de transport. Ensuite, on a la possibilité pour les entreprises de vous donner un moyen de transport. Alors, soit il y a de la voiture de service, soit de la voiture de fonction. Désolé, il y a une petite coquille. Donc, la première ligne en gris éclair, on parle de voiture de service. Donc, c'est une voiture qui sert essentiellement au trajet professionnel et éventuellement au trajet domicile-travail sur dérogation de l'entreprise. Donc, typiquement, vous avez une camionnette, vous êtes afficheur, par exemple, c'est mon ancien métier, eh bien, l'employeur peut vous donner l'autorisation de reprendre votre camionnette pour faire le trajet domicile-travail, pour vous simplifier la vie le matin quand vous allez commencer votre tournée, pour éviter que vous veniez au travail pour commencer la tournée avec le véhicule de l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, si vous avez une voiture de service, vous n'êtes pas éligible et que vous avez le droit de retourner chez vous, vous n'êtes pas éligible à tout ce qui est prime liée au trajet domicile-travail. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui va être autour de la voiture de fonction. Donc c'est la ligne grisée foncée en bas. Et bien là, ça va couvrir les trois niveaux. Et il va y avoir à la fois du trajet domicile-travail, du trajet professionnel et du trajet personnel pris en charge par l'entreprise. Quand il s'agit de trajet personnel, ça va prendre la forme d'un avantage en nature. Et donc voilà, qui peut prendre tout un tas de formes. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir en nous disant, bah voilà, en fait, j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière de cette car policy et j'ai envie de changer un petit peu les choses, car j'ai cette pression à la fois des salariés qui ne veulent plus de voitures de fonction, et puis moi, ça m'arrange bien aussi de réduire un petit peu ma flotte, ou du législateur et aussi de ma RSE qui me propose de diminuer de gabarit ou d'électrifier mon parc. Donc concrètement, les entreprises sont en train de mettre en place ce type de dispositif, donc en disant je vais avoir 3 dispositifs, garder ma carte policier actuelle, mais aussi proposer de l'électrification, donc avec une voiture de fonction plus petite ou une voiture électrique, voire même de l'autopartage, la mise à disposition de voitures qui sont à tout le monde dans le parking de l'entreprise. Et je vais proposer ce qu'on appelle un crédit mobilité, un budget mobilité, c'est-à-dire de l'argent en plus pour compenser, en quelque sorte,
la baisse de catégorie. Et cette baisse de catégorie, elle peut aller jusqu'à l'abandon de la voiture de fonction. Et là, ça va me permettre d'avoir ce crédit mobilité. L'intérêt, c'est de pouvoir aussi le cumuler avec certaines aides en place, comme le forfait mobilité durable, la prime de transport, etc., etc. Donc, le crédit mobilité, on va y revenir, c'est considéré comme de l'avantage en nature, donc c'est chargé et imposé comme du salaire, mais néanmoins, ça revêt énormément d'avantages de capacités dont on va parler un peu plus tard. Donc, pour vous donner un panorama un petit peu de comment certains de nos clients considèrent la mobilité, ben voilà, ils sont en train de se dire, finalement, on a plein de dispositifs, il va falloir qu'on les accorde et on va mettre en place finalement ce crédit mobilité, ce budget mobilité, là où il y a des trous, là où finalement il n'y a pas aujourd'hui de dispositifs fiscaux disponibles. Donc, dans le trajet domicile-travail, c'est plutôt bien fichu puisque on a la prise en charge à 50% de l'abonnement de transport en commun, on a tout ce qui est forfait mobilité durable, ce qui est en vert, hein. On va avoir tout ce qui est prime carburant qui peut être thermique ou électrique. Et puis, pour tout le reste, typiquement, si j'ai envie de venir au travail en louant une voiture ou en VTC, eh bien là, je peux passer par du budget mobilité. Et après, pour tout ce qui est trajet personnel qui vient en compensation de l'abandon d'une voiture de fonction, eh bien là aussi, je peux avoir du budget mobilité qui est l'ensemble de ces chiffres-là, plus et d'ailleurs, je peux avoir du budget mobilité pour dépasser finalement le FMD ou la prise en charge des transports en commun. Alors, on a voulu être très concret dans ce webinaire et vous montrer un exemple d'un client qui a mis en place une politique de mobilité unifiée avec Betterway. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris leur politique de mobilité. Alors là, je l'ai un peu simplifié puisqu'on est juste sur une catégorie 4. Ils avaient plusieurs catégories dans cette entreprise. Et ils se sont dit, voilà, sur la catégorie 4, on va proposer 2 options. Je suis sur la droite du tableau. Une première option qui est de dire, en fait, cher salarié, tu vas garder ta voiture de fonction actuelle. Ça veut dire que pour l'entreprise, ça coûte un peu plus de 14 000 €. On va te donner un budget de 0 € d'un point de vue budget mobilité. Et toi, tu vas être chargé à 1 321 €, ce qui est en guise d'avantage en nature. Donc concrètement, de manière nette pour le salarié, tu vas disposer d'une voiture thermique et tu vas donner 1 321 € à l'URSSAF et au fisc. Deuxième solution, on te propose de prendre une voiture électrique de plus petit gabarit, comme par exemple une nouvelle 208 électrique, sans faire de pub. Donc pour l'entreprise, ça va lui coûter exactement le même prix, mais elle va dire, je vais te donner un budget mobilité du différentiel entre ce que ça me coûte en tant qu'entreprise et de ce que tu vas, toi, concéder. Donc, je vais te donner un budget de 5 369 € de budget mobilité qui va être chargé comme du salaire, à peu près à 2 600 €. Donc, toi, salarié, à la fin de l'histoire, c'est la ligne jaune, hein, tu vas te retrouver avec une voiture électrique plus 2 706 € annuels à dépenser là où tu veux. Et ça, c'est net, hors charge, hors taxe. Enfin, chargé, taxé, puisque les 2 706 €, c'est ce qu'il y a vraiment dans ta poche à la fin de l'année. Pour l'entreprise, ça coûte exactement le même prix. Et puis, le troisième scénario, c'est de dire, moi, je peux pousser carrément les salariés à abandonner leur voiture de fonction. Eh bien, pour l'entreprise, ça me coûte 14 280 €, toujours la même chose. Pour le salarié, je vais te proposer un budget de 8 414 €, et ce qui veut dire que quand tu auras payé tes taxes et tes impôts à la fin de l'année, tu auras 4 339 € dans la poche. Alors, petit bonus, tu es éligible à la participation au trajet domicile-travail. Ça veut dire que si tu abandonnes ta voiture, tu as le droit à 500 € supplémentaires de participation du forfait mobilité durable. Donc concrètement, voilà la politique de mobilité qu'ils ont mis en place. Et tout ça, on va le voir, se manifeste autour d'un seul outil qui est une carte de paiement, une carte de mobilité. Typiquement, nous, chez Betterway, on a la capacité de mettre tout ça sur une seule carte de paiement et dire, en fonction des types de salariés, en fonction des cas d'usage, eh bien, on est capable à la fois de faire varier le budget, de dire,
tu es un salarié sédentaire, tu vas avoir 500 € de budget. Tu es un salarié manager, par exemple, avec une voiture électrique, tu vas avoir une carte avec 2 706 € de budget. Et en plus de ça, ce budget-là, on va être capable aussi de gérer le réseau d'acceptation. Donc, typiquement, le forfait mobilité durable ou le remboursement transport répond à un réseau d'acceptation très spécifique. Quand on parle de budget mobilité, là, on peut ouvrir à du train, à de la location de voitures un peu plus traditionnelle, à du taxi, du VTC, à tout un tas d'autres mobilités. Et bien, typiquement, on va gérer les réseaux d'acceptation de manière très différente entre les clients sédentaires et les managers dans ce cas présent. Est-ce qu'il y a des questions où je n'ai pas réussi à suivre en direct et est-ce que vous avez répondu en direct? Je vous propose de laisser ces questions en suspens rapidement et de terminer sur les slides et puis j'y répondrai assez vite. Donc, comment mettre en place une politique de mobilité? Aujourd'hui, on a observé qu'il y avait différentes parties prenantes dans l'entreprise et mener un projet comme celui-là, c'est un vrai projet de transformation d'entreprise qui est ambitieux, mais qui est nécessaire aujourd'hui d'un point de vue RH, RSE et puis d'adaptation à la qualité de vie des employés ou en tout cas à ce qu'ils cherchent à avoir de leur entreprise. Donc évidemment, d'un point de vue RH, il y a un aspect marque employeur qui est très important. Vous êtes une entreprise innovante si vous mettez en place le forfait mobilité durable. Vous êtes innovant si vous avez une politique de mobilité unifiée, innovante. Typiquement, je suis certain que d'un point de vue, je n'ai pas de chiffres encore, mais c'est ce que nous disent les entreprises qui ont mis en place ce type de dispositif. Eh bien, ils ont observé que beaucoup de salariés sont satisfaits et disent tiens, c'est une entreprise qui est dans le mood, qui a les bonnes priorités, car elle est en train de nous pousser à avoir des attitudes plus responsables. Il y a également un aspect qualité de vie au travail. On l'a dit tout à l'heure, il y a un énorme impact aujourd'hui de la mobilité sur la qualité de vie au travail, sur l'attraction, sur la rétention et sur la motivation des salariés. Néanmoins, il y a un vrai sujet d'accompagnement, de communication interne et puis d'expertise. On ne prêche pas uniquement pour notre paroisse, mais on vous conseille vraiment de vous entourer pour gérer ce type de transition de mobilité. C'est assez compliqué. Il faut absolument passer par un outil ou par une plateforme qui va vous aider à gérer finalement cette transition, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue acculturation de vos équipes. Il y a un enjeu aussi autour de la finance, des DAF. Concrètement, eux vont percevoir avec cette politique de mobilité unifiée des économies en termes de gestion. Donc, que ce soit en termes de gestion des fameuses campagnes de vérification de pass Navigo ou de gestion de la mise en œuvre du forfait mobilité durable. Imaginez, il y a certaines entreprises qui nous disent nous, on a mis en œuvre le forfait mobilité durable avec nos propres moyens, on n'y arrive pas, on est complètement débordé parce qu'on reçoit énormément de justificatifs et c'est très compliqué à mettre en œuvre. Et puis les économies de gestion aussi sur la flotte de véhicules. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour une flotte de 100, 200 véhicules, on a besoin d'avoir 3, 4, 5 gestionnaires qui vont gérer tous ces véhicules-là, même si il existe aujourd'hui tout un tas d'outils pour les gérer. Eh bien, il y a toujours de la gestion manuelle, technique, entre les salariés qui arrivent, les salariés qui sont mutés, les salariés qui partent, le fait de récupérer les voitures accidentées, enfin, il y a les PV, etc. Il y a une gestion qui est très compliquée aujourd'hui dans les entreprises, qu'on essaye, nous, chez Betterway, de simplifier. Puis le deuxième point, il y a des enjeux immobiliers. Finalement, réduire le nombre de voitures, c'est rendre des places de parking. Et donc, ça aussi, ça coûte assez cher d'un point de vue immobilier aux entreprises. Côté RSE, on va être très intéressé par ces politiques de mobilité unifiée parce que, ça va nous permettre de réduire le bilan carbone et de respecter les objectifs de réduction de flotte, donc qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, mais aussi ça va permettre aussi d'avoir un peu de données, d'avoir un peu de retour. Aujourd'hui, on a beaucoup de responsables environnementaux, peut-être trop, qui nous disent moi, en fait, je sais que la mobilité, c'est un impact majeur, mais je n'ai pas la visibilité
Je ne sais pas du tout là où il faut taper, là où il faut progresser, car je n'ai pas la visibilité. Ben, typiquement, mettre en œuvre une politique de mobilité unifiée permet d'avoir une visibilité globale et donc de piloter, de savoir, ben, tiens, il y a tant de salariés qui utilisent du vélo, on pourrait faire une petite campagne pour inciter, pour travailler là-dessus. Peut-être qu'on peut lever certains freins à l'usage du vélo, comme par exemple l'achat ou comme par exemple la sécurité. On a aussi des parties prenantes qui vont être un peu plus opérationnelles dans ce système-là. Donc, tout ce qui va être gestionnaire de paye, évidemment, il va falloir modifier les fiches de paye. Donc, la capacité d'externaliser la gestion des justificatifs. Donc, comment on fait pour simplifier ce sujet de justificatif de notes de frais, hein, concrètement, hein. Donc, mettre en œuvre une politique de mobilité unifiée avec des notes de frais, ce serait quasiment suicidaire pour l'entreprise, puisque vous allez vous confronter à un flot de salariés qui vont vous amener des justificatifs quasiment quotidiens, et ça va vous coûter très cher en gestion manuelle, hein. Donc ça, c'est vraiment l'expérience qu'on en a des entreprises qui ont mis en œuvre des solutions type Betterway. Et puis le deuxième point, c'est aussi tout ce qui est intégration sur les fiches de paye. Ben, quels que soient vos SIRH ou vos logiciels de paye, ben, en général, il y a une solution qui existe qui est assez simple à mettre en œuvre. Et nous, en général, on accompagne les entreprises sur cette mise en œuvre. Il va évidemment avoir un impact sur les gestionnaires de flotte, l'édition et la communication d'une nouvelle grille de car policy, et puis tous les processus de migration vers l'électrique. On sait très bien que migrer vers l'électrique, c'est pas juste changer une voiture A vers une voiture B, une voiture E. Eh bien, c'est aussi disposer de bornes de recharge à l'entreprise, mais aussi éventuellement d'accompagner les salariés pour qu'ils puissent disposer de bornes de recharge chez eux. D'avoir également une carte carburant, hein, mais qui soit pas liée à du carburant, qui soit liée à de la recharge électrique. Ça aussi, on y travaille chez Betterway. Et puis le dernier point, évidemment, j'en ai vu quelques-uns dans les participants, ça va avoir un impact aussi sur les affaires sociales, puisque à la fois, on va devoir réaliser des avenants, pour les salariés qui changent et qui veulent, par exemple, un budget mobilité à la place, un crédit mobilité à la place d'une voiture de fonction. Donc, il va falloir rédiger l'avenant de la bonne manière. Et puis, passer devant les instances, hein, le CSE, etc. Et puis, travailler sur tout ce qui va être, par exemple, accord autour de la mobilité, autour du forfait mobilité durable. Voilà, j'en ai fini de cet exposé. Merci de votre attention et je vous propose de passer aux questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Il y en a certains que je crois qui ont eu des réponses. Donc, Jules a demandé si... alors ça, j'y ai répondu, pardon, autour des trottinettes. On a une question, pouvez-vous expliquer les processus à mettre en place lorsque l'on propose le FMD à vos collaborateurs? À quel changement d'usage s'attendre? Alors, c'est vrai que c'est un vrai changement, j'en parlais tout à l'heure, le forfait mobilité durable. Aujourd'hui, ce qu'on observe parmi les clients Betterway, c'est plusieurs choses. La première, c'est d'abord un changement d'usage pour les usagers de transport en commun. Concrètement, avant, ils prenaient de manière assez religieuse tous les mois leur abonnement de transport en commun. Eh bien, aujourd'hui, avec le télétravail, avec leur rythme actuel de distanciel et de présentiel, eh bien, ils sont en train de s'adapter à leur rythme actuel et concrètement, à prendre plutôt des titres de transport à l'unité plutôt que des abonnements de transport en commun. Ça, c'est un premier changement d'usage qui était, à mon avis, pas vraiment attendu de la part des autorités publiques, mais qui a un impact très positif. On a certains clients qui nous ont dit, depuis qu'on a mis le forfait mobilité durable, on a fait des économies de 10 à 15% sur les transports en commun, car on a beaucoup de salariés qui ont abandonné leur abonnement, qui le prenaient de manière un peu systématique, et qui l'ont abandonné pour passer sur des trajets en transport individuel.
Et concrètement, ça leur a permis de faire des économies aux salariés, mais ça a permis aussi à l'entreprise de faire des économies puisque c'est l'entreprise qui prend en charge une partie. Donc ça, c'est un premier changement d'usage. Et puis, le deuxième changement d'usage intéressant, c'est tout ce qui va être autour du vélo et du choix finalement pour les salariés. On voit beaucoup de salariés qui étaient mono-transport, qui venaient soit en transport en commun, soit en voiture et qui ne s'autorisaient pas à alterner finalement. Le fait de se libérer de l'abonnement de transport leur a permis de changer finalement cet usage-là. Donc ça, c'est pour les changements d'usage. Et après, les processus pour mettre en place le forfait mobilité durable aux collaborateurs, eh bien, c'est assez simple et à la fois compliqué puisqu'on vous encourage vraiment à vous faire accompagner. Donc concrètement, le processus technique, c'est de passer en CSE et donc de faire un accord avec les partenaires sociaux et à défaut d'accord, d'ailleurs, vous pouvez l'imposer, qu'on passe au forfait mobilité durable. Et puis le deuxième point, c'est de pouvoir ensuite mettre en œuvre finalement toute cette dialectique. Donc concrètement, à la fois vérifier et valider l'ensemble des transactions, gérer les budgets et puis réaliser toutes les intégrations sur les fiches de paye. C'est les 3 métiers sur lesquels nous, Betterway, on accompagne aujourd'hui les entreprises. Alors Tanguy, est-il possible d'utiliser sa carte Betterway pour ses trajets personnels? Excellente question. Concrètement, la carte Betterway est faite pour le forfait mobilité durable ou tout ce qui est trajet professionnel. Néanmoins, on a pensé à tout, notamment aux salariés qui disent moi, j'ai mis ma carte Betterway dans mon appli, je ne sais pas moi, Lime, et puis le week-end, j'ai pas envie de zapper et d'enlever ma carte et de remettre une carte de personnelle et j'ai envie de garder la même carte. Et bien concrètement, chez Betterway, on a développé une fonctionnalité qui permet aux salariés de mettre sa carte personnelle dans le système et nous, de manière automatique, on va être capable d'orienter le flux financier. Donc concrètement, si on voit que c'est un trajet Lime le matin, eh bien, on va être capable le matin en semaine de l'affecter à un trajet professionnel, domicile-travail, et donc de le prendre sur son budget mobilité dédié à cela, sur son forfait mobilité durable. Soit on voit que c'est un trajet Lime peut-être le week-end, dimanche après-midi, et bien là, on va pouvoir l'affecter en fonction de la politique de l'entreprise au trajet personnel. Peut-on cumuler remboursement obligatoire de transport en commun et compléter avec du FMD les autres 50%? Alors, la loi dit que la somme entre le transport en commun et le forfait mobilité durable est plafonnée à 500 €. Ça veut dire que quand vous êtes en Île-de-France, par exemple, que vous avez un abonnement de transport en commun à 902 €, on connaît le chiffre par cœur maintenant, eh bien, très concrètement, ça veut dire que l'entreprise va prendre en charge 451 €, la moitié, pour un salarié qui va prendre 100% de ses abonnements de transport en commun. Et donc, vous pouvez compléter de 49 € cet abonnement. Si vous habitez dans une ville de région, par exemple à Bordeaux, l'abonnement est autour de 500 €, eh bien, ça veut dire que l'entreprise va abonder autour de 250 € et elle va pouvoir, pour l'abonnement de transport en commun, elle va pouvoir compléter quand même 250 € de mobilité durable, ce qui est déjà un beau coup de pouce. Ce plafond de 500 €, c'est un plafond fiscal et social. Ça veut dire que vous avez tout à fait le droit, en tant qu'employeur, de donner un forfait mobilité durable de 800 €, de 900 €, de 1 000 € ou de dire finalement, je prends les transports en commun et je rajoute 400 €. Néanmoins, la fiscalité, elle va changer puisque tout ce qui dépasse va être considéré comme de l'avantage à nature, donc taxé comme du salaire, typiquement. Donc tout ce qui dépasse 500 € va être taxé comme du salaire. Donc vous pouvez tout à fait compléter, vous avez le droit. Néanmoins, vous ne bénéficiez pas du plafond fiscal pour tout ce qui dépasse les 500 €. Peut-on cumuler crédit mobilité et forfait mobilité durable? Tout à fait, si le salarié ne dispose pas de véhicule de fonction ou de véhicule de service qu'il peut utiliser pour son trajet domicile-travail. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et on comprend la loi,
Si l'entreprise vous fournit déjà un moyen de transport pour venir au travail, il n'y a pas de raison qu'elle vous rajoute une dotation pour un autre moyen de transport pour venir au travail. C'est comme ça que le législateur a réfléchi. Donc concrètement, si vous avez un forfait mobilité durable, ou d'ailleurs si vous avez un appartement de fonction aussi, on le sait moins, mais typiquement, vous êtes, je ne sais pas moi, pompier, vous habitez dans la caserne, eh bien, vous n'avez pas besoin de mobilité durable pour vous rendre au travail. Ben, concrètement, eh bien, vous ne bénéficiez pas de forfait mobilité durable. Voilà, c'est un peu plus rare parmi les entreprises qu'on rencontre, en général, les appartements de fonction. Donc, ça, c'est si vous avez une voiture de fonction. Si vous n'en avez pas et que vous avez un crédit mobilité, vous pouvez compléter le crédit mobilité avec votre forfait mobilité durable. Tout ce qui est crédit mobilité est censé toucher, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, ce qui va être considéré comme de l'avantage en nature, c'est-à-dire tout ce qui va être des trajets personnels. C'est une compensation pour des trajets personnels. Le forfait mobilité durable, c'est pour les trajets domicile-travail. Vous vous rappelez de mon slide, trajet domicile-travail, trajet professionnel, trajet personnel. On est dans deux catégories différentes et donc il n'y a aucun problème à cumuler ces deux catégories-là. Et une autre question de Franck, avec plaisir. J'aimerais en savoir plus sur le cumul prime transport crédit mobilité et comment le cumul prime transport crédit mobilité et le FMD s'opère. Alors là, c'est encore plus particulier avec la prime transport. Donc, on parle, je ne sais pas si on parle de la prime carburant ou de l'abonnement de transport en commun. Avec l'abonnement de transport en commun, on en a parlé, on est bien dans deux poches différentes. Avec la prime carburant, typiquement, là aussi, il y a du cumul qui peut s'opérer en fonction de différents plafonds. Et c'est là où ça devient un petit peu complexe et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises cherchent des solutions de gestion. C'est que finalement, vos salariés sont multimodaux et multi-usages. Donc, quand ils ne font que du vélo et que je sais pas moi, de la voiture, globalement, c'est assez simple. On a deux usages très séparés et c'est assez facile à mettre en œuvre. En revanche, quand vous avez un salarié qui dit ah ben moi, j'ai pris 50 € de prime carburant, mais j'ai pris aussi, j'ai changé d'avis au milieu de l'année, je ne viens plus en voiture, je me suis acheté un vélo et puis j'ai acheté quelques carnets de tickets de métro et puis aussi j'ai un crédit mobilité à gérer à côté, etc. Vous allez vous y perdre et c'est très compliqué à gérer et c'est la raison pour laquelle nous, on est là pour à la fois être tiers de confiance. Donc, nos trois métiers, c'est d'être tiers de confiance chez Betterway. On va vérifier et valider l'ensemble des transactions réalisées sur la carte Betterway. On va, deuxième point, gérer l'ensemble des budgets et les différentes poches. Donc, répartir ces transactions en fonction des poches, en fonction des financeurs aussi. On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça, c'est de l'argent que je dois prendre du salarié? Est-ce que ça, c'est de l'argent que je dois prendre de l'entreprise? Et puis, le troisième point, vous aider à avoir l'ensemble des justificatifs à ce qu'on puisse alimenter votre paye, votre comptabilité, votre bilan carbone, etc. Donc, de manière agrégée, vous restituer la donnée. Je vais peut-être prendre une dernière question de Jules. Pouvez-vous nous raconter concrètement comment se passe le déploiement de la solution de Betterway dans une entreprise, des retours d'expérience? Alors oui, on a la chance d'avoir pas mal de retours d'expérience. On a été les premiers à se lancer sur ce marché-là et on est toujours on est encore les seuls à avoir une solution opérationnelle, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de concurrents qui sont en train de se lancer, donc on les attend de pied ferme, mais qui aujourd'hui n'ont pas encore de clients sur la mobilité. Nous, on a la chance d'avoir signé avec énormément de grands comptes, mais aussi d'ETI. Parmi les grands comptes, on va compter Allianz, on va avoir Vinci, on va avoir également Merck, Cofidis et d'autres qu'on va annoncer dans les prochaines semaines. Donc, on vous tiendra au courant. Concrètement, on a aussi pas mal d'ETI, notamment des ETI qui sont très sensibles aux sujets environnementaux, comme peuvent l'être par exemple Back Market, Équateur ou par exemple Evaneos, qui sont assez sensibles, ou Klaxit, par exemple, le leader français du covoiturage, nous fait confiance. Concrètement, le déploiement de la solution Betterway, ce qui intéresse aujourd'hui les entreprises, c'est à la fois l'accompagnement qu'on est capable de fournir, un accompagnement expert. On est aujourd'hui la référence, donc on essaye d'aider les entreprises au maximum, que ce soit sur les aspects fiscaux, que ce soit sur les aspects légaux, mais aussi sur les aspects
d'accompagnement du changement, marketing en quelque sorte, puisque on est là de bout en bout pour que l'adoption se passe pour le mieux possible et qu'il y ait le moins de questions pour vos salariés. Donc ça, c'est la première vertu de Betterway. La deuxième vertu, c'est une vertu de simplification, de sérénité. Concrètement, on va tout gérer chez nous, c'est-à-dire c'est nous qui allons vérifier, c'est nous qui allons gérer les budgets, vous n'allez pas avoir de dépassement, vous n'allez pas avoir de problème de gestion complexe comptable derrière, et puis c'est nous qui allons aussi conserver l'ensemble des justificatifs qui va vous permettre aussi d'être tranquille d'un point de vue URSSAF, mais aussi d'un point de vue gestion concrète. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on propose aux entreprises et qui séduit la plupart du temps les grandes entreprises parce qu'elles se disent, oula, mettre en œuvre le forfait mobilité durable ou mettre en œuvre une politique de mobilité unifiée dont on a parlé lors de ce webinaire, ben, ça peut être très compliqué quand on commence à regarder l'ensemble des processus à mettre en œuvre. Il vaut mieux l'externaliser, il vaut mieux le traiter avec les experts du marché. Et donc, on est là pour vous aider. Voilà, je crois qu'on a été au bout des questions. J'ai été vraiment ravi de faire ce webinaire avec vous. N'hésitez pas à nous solliciter et à travailler avec nous. En tout cas, on est ravis de vous aider à mettre en œuvre cette politique de mobilité unifiée, cette politique de mobilité durable. À très bientôt. Au revoir à tous.